Commencer par un focus sur les clubs étatiques. Et on va parler principalement, je pense, de Paris, même s'il y en a d'autres. Selon toi, du coup, Martin, pour commencer, tu as l'impression que, du coup, le club qui est le Paris Saint-Germain, qui bénéficie, du coup, de tout l'argent du Qatar, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que, du coup, ce club-là, principalement, a cette légitimité de faire partie des gros clubs parce qu'il est derrière, parce que derrière, pardon, il y a un pays, ou est-ce que peu importe d'où vienne l'argent, pourvu que ça permet à un club d'être parmi les meilleurs? Moi, je pense qu'on est légitime. Il y a les résultats derrière moi qui font que ils doivent être là et qui sont là, forcément. Après, il y a aussi le spectateur qui est aussi responsable. Aujourd'hui, il n'y a pas un mec de 20 ans qui va se dire, bah, je vais supporter Brest, ça me fait kiffer, quoi. Non. Là, c'est la facilité, on va supporter Paris, on va regarder Paris. Voilà. Et moi, je vois pas de mal dans ce que fait Paris. Comme je disais, si un club prend un bon président, encore une fois, je prends l'exemple de Marseille, il n'a pas autant de moyens, mais je pense que notre quoi rivaliser prochainement. Voilà, faut aussi que chaque club se remette en question. On va parler de Lyon parce que c'est compliqué. Mais avec un Aulas, comme disait Étienne, bah, c'était quand même mieux géré. Malgré qu'il a fait de la merde à la fin, c'est plus intéressant. Il pouvait faire des choses avec un petit budget, enfin, un petit budget, je m'entends. Et par rapport à Paris, c'est sûr que c'était autre Et justement, par rapport à ça, toi, Étienne, est-ce que du coup, si on parle de soft power, même si j'aime pas trop vraiment cette expression-là, est-ce que du coup, tu as pas l'impression que au travers Qatar Airways, au travers différents moyens de communication, on va dire, du Qatar, et d'ailleurs la chaîne Beansport aussi, évidemment, que tu aurais peut-être nommé, évidemment, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ce côté-là des clubs étatiques, comme même l'Arabie Saoudite, ou comme là la Coupe du Monde précédente qui s'est jouée justement au Qatar, ou comme toutes ces choses-là, pardon, ne sont pas un frein et ne sont pas plus, davantage pardon, néfastes au football qu'une réelle progression, qu'une réelle pardon, avancée vers un monde du football plus sain. Qu'en penses-tu? Vaste question. Bah, c'est bien, c'est à la fois bien et pas bien que les clubs, enfin que les États mettent un peu d'argent. Ils ont, bon, le Qatar, c'est des moyens assez illimités par l'intermédiaire de QSI. C'est pas le Qatar directement, mais enfin il y a des liens avec l'État du Qatar quand même. Après, bah, il y a des clubs qui sont gérés par des princes, notamment en Arabie Saoudite, qui ont beaucoup de moyens, des salaires qui sont pas toujours payés, mais ça c'est autre chose. Juste, on va te couper, c'est Newcastle, Arabie Saoudite, je crois. Oui, c'est géré par un fonds saoudien, Newcastle, et bah, aussi bah, d'autres clubs en Arabie Saoudite qui sont gérés Évidemment. par des princes saoudiens. Je pense à Neom qui a été qui est monté en Saudi League il y a pas longtemps et qui a attiré de nombreux joueurs, bon certains pré-retraités comme Alexandre Lacazette, mais ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, pour le petit focus sur Neom, toi principalement, que t'en penses quoi justement qu'un club qui sort de nulle part puisse avoir la possibilité d'acheter tous les joueurs qu'il souhaite en termes de salaire et en termes aussi d'attractivité, euh, comment expliquer ça, territoriale, on va dire ça comme ça. Bah faut assumer derrière en fait, parce qu'ensuite bah, est-ce que le club étatique, bon, bah, à Paris, ça fait depuis 2011 qu'ils sont à Paris, mais est-ce qu'ils vont rester à vie? Rien n'est moins sûr. Est-ce que bah, un club comme Neom n'a pas la folie des grandeurs? C'est ça aussi la limite bah, du club étatique, et pas que des clubs étatiques, des présidents mécènes qui veulent faire d'un club de foot comme leur danseuse, entre guillemets, bah, quand tu investis dans le football, c'est pas, on l'a vu avec certains clubs, c'est pas pour gagner de l'argent. Enfin, t'en perds systématiquement de l'argent que tu sois un mécène, le petit baron du coin, président qui a fait fortune dans les poubelles, ou un club géré par un État. Tu perds forcément de l'argent, tu n'en gagnes pas dans le football. Et du coup, toi, du coup, pour continuer là-dessus, Étienne, est-ce que toi, du coup, ça te dérange d'avoir, du coup, autant voilà, encore une fois, de soft power de la part de pays arabiques, on va dire ça comme ça, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, pays du Golfe, etc. Est-ce que ça te dérange d'avoir autant d'influence de ces pays-là dans l'Europe et dans le football mondial,
ou est-ce que c'est juste, encore une fois, de l'argent de plus, peu importe la provenance, qui va dans le football? Après, je n'aime pas le terme de soft power parce que pour moi, il est un peu utilisé à toutes les sauces et surtout la mauvaise sauce. Mhm. C'est surtout qu'en fait, ces États comme l'Arabie Saoudite, par exemple, ou le Qatar se servent du football bah, pour se donner une bonne image. Or, bah, la réalité n'est pas toujours rose dans ces pays. Je veux pas du tout faire de leçons à ces pays-là, mais oui, le football sert d'image pour s'acheter une bonne conscience et mettre en valeur le pays aussi, bah, que ce soit touristique. Ça passe par bah, l'Arabie Saoudite qui investit dans les clubs, mais aussi je pense aussi certains sponsors, comme le Rwanda, par exemple, qui investit de plus en plus dans le sport, et quand on connaît son président, Paul Kagame, qui est pas le plus humaniste, ni le mec le plus démocratique au monde. La Côte d'Ivoire qui investit dans Marseille avec Sublime Côte d'Ivoire, et la République démocratique du Congo qui investit dans le sport, avec quelques micmacs quand même, mais ça c'est encore un autre sujet. Les micmacs. Mais justement, ça c'est intéressant parce que là, pour continuer là-dessus, toi, Martin, est-ce que du coup ça te dérange que, avec du coup toutes ces sommes pardon, faramineuses des pays du Golfe, mais justement avec d'autres clubs justement qui sont gérés par d'autres milliardaires et d'autres sources financières très très généreuses, qu'un joueur comme ça, sorti de nulle part ou pas évidemment, euh, soit transféré d'un club à un autre maintenant pour des sommes qui sont 10 fois supérieures, des fois même 100 fois supérieures à ce qu'on avait de base coutume il y a 5, même 10 ans potentiellement. Pour donner des exemples là actuellement, j'ai vu que Manchester United avait fait 3 des 10 plus gros transferts de leur histoire cet été, avec Cunha, Mbeumo et là Sheshko. Est-ce que c'est normal parce que le football il a changé, comme dirait un grand homme, ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles on doit s'alarmer parce que ça prouve que justement, bah maintenant pour avoir un joueur classique, à cause de certains autres transferts, et ben maintenant il faut dépenser des sommes qui sont faramineuses, et on parlera maintenant des joueurs sur lesquels on met ces transferts un peu plus tard. À toi. Alors, non, ça me dérange pas, pour commencer. Après, je pense que c'est compliqué de comparer la première ligue avec les autres championnats. Ça pourrait être un championnat de folie, hein, des transferts toujours plus chers. Mais moi, ce qui m'a plu, ça me dérange pas que les joueurs partent dans le pays du golf, mais ce qui me plaît, c'est que les joueurs ont quand même leur mot à dire. Je vais prendre l'exemple d'Evan Guessant, qui a refusé de partir là-bas. Et il a fait le transfert, partir en première ligue, très content. Voilà. Après, j'ai aucun problème avec les joueurs qui partent dans le pays du golf. Pour moi, c'est même une aubaine pour eux. Après, voilà, c'est la vision du foot de chacun. Il y en a, ils partent pour l'argent, ben, écoute, tant mieux pour eux, hein, mais moi, c'est pas ma vision. Après, je comprends les gens, j'essaie un peu de moins être arriéré, de comprendre les choses. Après, c'est pas une nouveauté, ça a toujours été le cas, là, on parle d'Arabie Saoudite. Avant, il y a eu la Chine. Il y a 5-10 ans, ça n'existait pas, mais il y a eu la Chine pendant le moment. Avant, c'était la MLS, enfin, à moindre mesure, comme c'était pour nos parents. Et ça a toujours été le cas. Donc, pour moi, c'est pas s'alarmer. Ce jour-là, c'est une période qui va durer longtemps, je ne sais pas. Mais les prix des transferts vont toujours exploser et on n'y peut rien, malheureusement. Qu'il a Saoudite ou pas, voilà. C'est pas une question de pays du Golfe ou pas, je pense. Pour continuer là-dessus, un joueur, admettons vraiment, là j'en ai un évidemment qui me vient en tête, mais ce bon vieux Enzo Mio, qui part du coup à seulement 22-23 ans à Lali, du coup il me semble, pour je crois plus de 40 millions d'euros il me semble aussi. C'est quelque chose avec lequel maintenant on va devoir de plus en plus s'y faire selon toi et qui va devenir normal, ou est-ce que on doit quand même mettre un petit haut là en se disant bah oui mais ce joueur-là est encore pétri de talent, est encore dans la fleur de l'âge, voire encore même avant, à seulement 22-23 ans, et c'est pas normal qu'il parte dans un pays qui malheureusement n'a pas la compétitivité raccord à son potentiel. Bah, il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, je pense qu'il faut séparer les différentes tranches d'âge. Donc, je pense que un joueur qui part là-bas entre 17 et 20 ans, comme je disais tout à l'heure, il se fait de l'argent, tant mieux. Un joueur qui part entre 22 et 26 ans, c'est dommage parce que c'est censé être son prime, son meilleur niveau. Donc, ça fait chier.
Il faudra s'y habituer, comme tu disais, parce que ça va arriver de plus en plus. Et pour moi, un joueur qui part après ses 29-30 ans, bah, c'est normal, c'est la fin de carrière, voilà, aucun souci. Mais un joueur comme Mio, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un joueur qui avait une clause à 20 millions surtout pour partir cet été. Donc aucun club s'est dit, bah, tentez le coup. Non, non, il est parti là-bas. Après, est-ce qu'il faut le voir comme un pionnier pour que le football s'améliore aussi là-bas? Des questions qu'on peut pas trop savoir parce que mine de rien, bah, on connaît pas trop la Saudi Pro League. Moi, je regarde un petit peu, mais pas tant que ça. L'an prochain, je regardais beaucoup plus parce que il y a une offre gratuite pour la regarder. Mais après, il faut aussi des joueurs comme ça pour montrer le championnat et qu'il s'améliore. Alors, est-ce que c'est son but à lui? Il y a aussi l'argent et on n'est pas non plus stupide. Peut-être que c'est aussi son but, on ne sait pas et on verra bien par la suite. Là, justement, pour t'introduire, mon ami Étienne, parce que je sens que tu as besoin de réagir actuellement, Mm. pour t'introduire là-dessus, est-ce que du coup tu te dis naturellement que, admettons pour un joueur lambda, admettons voilà, tu as un joueur, tu as 19-20 ans, admettons, on te paie 2 contrats sur la table, on te met potentiellement voilà, l'offre de ta vie pour aller du coup évidemment à l'Olympique de Marseille, forcément, on te paye voilà, normalement on va dire 200 000, 250 000 euros admettons par mois, donc 2,5 millions par an au niveau du football sur 10 mois, ou tu as l'offre de ta vie, par contre, à, on va continuer là-dessus, à l'Etihad, admettons, qui te paye par contre 1 million par mois, donc 10 millions par, on va dire, par an du football, avec une prime à la signature, admettons, je sais pas moi, de 15 millions. Que fais-tu? Pour moi, tout dépend de la mentalité du joueur, de son entourage. Je reviens encore à l'entourage, mais quand tu pars en Arabie Saoudite comme Enzo Mio à 22 ans, je me pose des questions sur l'entourage. Je n'ai aucune info. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi parti là-bas pour faire aussi 40 millions pour faire croquer aussi l'entourage. Parce que tu pars à 40 millions, le joueur c'est pas Messi ou Ronaldo, il a pas prouvé grand chose, Enzo Mio, je suis désolé. Et quand tu pars à cette somme-là, c'est que j'ai pas d'informations, mais peut-être il y a dû y avoir du croquage. Mais justement, là par rapport à ça, je te rejoins totalement là-dessus par rapport à ce que tu dis. Mais du coup, si admettons l'offre, du coup, c'était toi qui l'avais, comme je dis, par rapport à l'offre de Marseille et une offre du coup d'Al Ittihad, peu importe, admettons. Toi personnellement, qu'aurais-tu fait? Est-ce que tu aurais considéré du coup l'offre des pays du Golfe, ou est-ce que dans tous les cas, selon ta mentalité, c'est même pas envisageable à 21-22 ans d'aller dans les pays du Golfe? Pour moi, j'ai une mentalité un peu à l'ancienne où t'allais dans les pays du Golfe, pour te faire un dernier petit contrat en fin de carrière et prendre un peu l'oseille là-bas, quoi. Et donc, moi je signe à l'Olympique de Marseille ou même dans un autre club européen à 20 ans parce que pour moi c'est beaucoup plus intéressant en Europe et la Saudi League oui, ok, t'as quelques stars qui viennent là, mais on a la vue, après, est-ce que c'est significatif la Coupe du Monde des clubs, mais bon, c'est pas, le niveau est pas extraordinaire non plus, quoi. Je suis même pas sûr que les meilleurs clubs euh, brillent dans notre Ligue 1, même si, attention, l'Arabie Saoudite est un vrai pays de foot, par contre. Et après, peut-être que je divague un peu, mais cette politique de recrue de stars à tout va en Arabie Saoudite a affaibli l'équipe nationale saoudienne aussi. Parce qu'ils jouaient moins, je pense. Parce que les locaux jouaient moins, donc du coup moins de temps de jeu en club et donc moins bon en sélection. Et ce qui fait que l'Arabie Saoudite, qui se qualifiait assez facilement pour les dernières Coupes du Monde, là va devoir jouer plusieurs tours pour pouvoir espérer se qualifier à la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026, l'année prochaine. Et alors, merci là-dessus. Moi, du coup, ça, c'est encore une fois très intéressant. Merci à vous deux, encore une fois. Pour aller sur un autre sujet maintenant, qui est évidemment toujours en lien, j'ai l'impression que maintenant, à cause de tout cela, justement, à cause de l'argent, à cause des joueurs qu'on prend de plus en plus tôt, à cause du développement des joueurs qui est maintenant différent, forcément, on a tendance, nous, en tant que spectateurs, potentiellement, évidemment, à se focaliser du coup davantage sur le côté spectaculaire de la chose, spectaculaire du football, comme d'ailleurs, pour ne pas le citer, Monsieur Arsène Wenger l'avait dit, qu'il souhaitait du coup réduire le temps des matchs, parce que du coup, il avait dit, je crois, un truc en mode, un jeune maintenant ne peut pas rester concentré pendant 90 minutes, il faut des matchs de 60 minutes, ou quelque chose comme ça, il me semble. En gros, là où je veux en venir, c'est que
Toi, du coup, Martin, est-ce que tu as maintenant une focalisation davantage sur le spectacle, de par, du coup, ce que le football est en train de devenir? Ou est-ce que tu gardes un aspect traditionnel, du coup, du football, avec le côté où, dans tous les cas, un match de foot, c'est 90 minutes, et pour comprendre un match de foot, il faut rester pendant 90 minutes tout du long? Enfin, moi, je suis un ancien, donc, moi, c'est 90 minutes, bien sûr. Après, bien sûr, ça a changé aussi parce que maintenant, ça m'aide d'être sur mon téléphone pendant un match, hein, je vais pas mentir non plus. Mais de là à me dire que le match soit plus court ou de changer de format comme la Kings League, par exemple, on avait déjà parlé la dernière fois. Non, moi, ça, je pense que ça change et il n'y a pas de raison que ça change. Ouais. Mais parce que là, pour continuer là-dessus, et merci de me faire encore une fois ce pont d'or par rapport à la Kings League, est-ce que du coup, ce côté Kings League-là, c'est quelque chose qui est arrivé parce qu'il y a eu une évolution du football, ou est-ce que dans tous les cas, ça devait arriver parce que il fallait avoir, comme l'a dit Wenger, des gens qui suivent un football différent parce qu'ils cherchent un football différent? Je pense que ça devait arriver, il y a une demande. Donc, en soi, c'est normal que ça se crée. Mais regarde, au final, maintenant, il y a des joueurs de Kings League qui vont jouer dans des vrais championnats. En Ligue 2, là, ils ont recruté un jeune, là, j'ai vu ça hier, là, qui a joué avec Quevilly, non, ou Le Mans, peut-être, je sais plus. Le Mans. Ouais. Et voilà. Là, c'est l'inverse, là, on passe de la Kings League au championnat. Alors, que ça devrait être l'inverse. Donc c'est un cercle vertueux, peut-être un petit peu qui est en train de se créer, Bah, je avec pense. Après, justement voilà, des c'est joueurs. chacun son public et l'un va attirer l'autre et l'autre va attirer l'un. Voilà, pour moi, ça me paraît normal. Ok. Et toi, Étienne, du coup, pour agir là-dessus, est-ce que du coup, tu as toujours cette appétence-là pour le côté passionnel du football? Donc évidemment, on reste dans le côté où on aime avoir un football très efficace, avec des joueurs très efficaces, et avec un côté où ça va vite, c'est rapide, c'est technique et c'est esthétique évidemment. Ou tu restes dans le côté traditionnel du football, avec un match qui est peut-être un petit peu moins explosif, mais qui va t'apprendre beaucoup plus de choses sur les entraîneurs, sur le style de joueur, ou sur la volonté de ce que le match de foot a voulu te transmettre. Je suis un petit peu à l'ancienne J'ai comme deux Martin, anciens en fait là. donc, un match de 90 minutes où j'apprends ce que fait l'entraîneur, mais qui est à la fois intense, technique, où il y a des actions et tout, le tout sur 90 minutes. Je prends, oui, alors par contre, les gars, si vous commencez à écouter Arsène Wenger, bah, je m'inquiète, même pour les auditeurs et ceux qui nous voient en vidéo, ce que Arsène Wenger, depuis qu'il travaille à la FIFA, bah, il dit bêtise sur bêtise, et qu'il dise des bêtises, bah, il en profite bien pour prendre la caillasse que lui propose la FIFA. Parce que tout ce que propose Wenger actuellement depuis qu'il a la FIFA, c'est tout ce qu'il dénonçait quand il l'entraînait à Arsenal. Voilà, donc, pour moi, un match de foot, bon, après ces propositions-là, je peux les comprendre d'un côté aussi, parce que bah, la consommation du foot a évolué, notamment chez les plus jeunes d'entre nous, qui ont du mal à rester éveillés devant 90 minutes. Mais ça, je pense que c'est peut-être une histoire de transmission qui s'est peut-être mal faite, ou une histoire peut-être de qualité de match aussi, ou de façon de diffuser les matchs aussi, qui fait que bah, un jeune préfère voir un résumé que plutôt un match complet, ce que je déplore totalement. Parce un résumé, tu regardes un résumé si t'as pas pu voir un match, mais si t'avais la possibilité de voir le match, bah, le match tu regardes 90 minutes, pas 3 minutes. Ça reflète pas, ça reflète pas l'intensité du match ou ce qui s'est passé dans un match, même si j'ai rien contre les résumés de 3 minutes, ça fait l'affaire. No offense. Surtout en tant que journaliste, où mon métier c'est de faire des résumés. Mais entre autres. Mais voilà, un match, c'est 90 minutes et c'est pas pour le réduire à 30 minutes pour faire plaisir à certains. Non. Là, justement, par rapport à tout ça, est-ce que du coup, on peut se dire naturellement que dans ce côté-là, match de foot, divertissement, etc., on est vraiment vers on arrive pardon, vraiment vers une dualité entre regarder un match de foot pour ce que le foot va nous donner, parce qu'on aime le football, et regarder un match de foot parce qu'on aime les stars qui vont jouer ce match de foot là. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que évidemment que maintenant dans le football qui arrive, on a de plus en plus de joueurisme, comme certains l'appellent, avec des personnes qui vont regarder un match parce qu'ils ont leur joueur préféré qui joue, ou avec des personnes qui vont regarder un match parce qu'ils ont leur entraîneur préféré des fois qui joue,
qui entraîne, pardon. Et justement, par rapport à ça, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que on arrive avec cette dualité-là en se disant, au final, maintenant, nous, en tant qu'anciens, parce que je me mets aussi dans votre case, tous les deux, les gars, nous, en tant qu'anciens, on regarde maintenant davantage peut-être le football parce que on aime ce qu'est le football. On aime voir faire des belles actions, mais des fois comprendre pourquoi l'entraîneur, pourquoi le joueur et pourquoi le match en lui-même nous amène vers cette situation-là, plutôt que de se dire bah, quand est-ce que mon joueur va rentrer, quand est-ce qu'il va mettre un doublé, quand est-ce qu'il va faire ci, quand est-ce qu'il va faire ça. Toi, pour continuer avec toi, du coup, Étienne, qu'en penses-tu? Un match de football doit rester un match de football. Un match de ça doit durer 90 minutes. Et si tu aimes vraiment le football, un match de foot, ça doit pas se réduire à une demi-heure. Je suis désolé, juste pour faire plaisir. Si tu es un minimum passionné de football, tu dois aussi comprendre comment joue tel ou tel joueur. Là, comment joue ton équipe, sa tactique, ce que veut mettre en place l'entraîneur, les systèmes. C'est ça le football, et puis c'est tout, c'est tous les à côté, c'est pas le côté c'est pas le côté spectaculaire entre guillemets qu'il doit y avoir dans le football. Le football a été créé pour se jouer en 90 minutes. Ça se joue en 90 minutes. Je veux Et pas changer les règles. nous ne les changerons pas, ne t'inquiète pas, nous ne les changerons pas. Mais merci à toi pour cette réponse-là. C'est la FIFA, du moins. Oh, ça, on sait jamais, hein. Tu connais Monsieur Infantino. On sait jamais. Et justement, pour finir pour ce sujet-là, et après on entamera la conclusion, parce que ça fait quand même 1 heure que nous sommes sur ce très très beau sujet. Encore une fois, merci à vous deux. Mais pour finir là, pour ce sujet-là, encore une fois, est-ce que du coup, Martin, au final, on peut pas se dire que c'est aussi une question, enfin, la faute des joueurs. Là où je veux en venir, c'est que maintenant, on a davantage du coup des athlètes qui font et qui pratiquent le football que des sportifs. En l'occurrence, on a davantage de personnes dotées d'un physique qui va leur amener à résister plus longtemps dans un match de foot, résister au duel, être plus physique, être potentiellement peut-être aussi un petit peu plus rapide, etc., que des sportifs qui vont davantage privilégier la technique, davantage privilégier le côté football avec ballon, et davantage privilégier l'esthétique du football qui est peut-être en quelque sorte ce qui a fait que le football est aussi mondialement connu que cela. Non, n'empêche. Oui, je suis aussi d'accord. Je sais que, comme beaucoup de gens aussi jouent sous leur image. On parlait des réseaux sociaux la dernière fois, mais c'est aussi ça maintenant. C'est beaucoup l'image qui compte. Et on parlait de dualité, et des joueurs, des gens qui suivent les joueurs. Comme je dis, ils suivent les joueurs, en fait. Pour les équipes. Avant, c'était un sport populaire, un sport qui rassemblait. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus un sport passionné, le foot. Et toi tout seul dans sa télé, c'est pas avec tes amis. Seul à regarder ton match parce que t'aimes bien ton équipe. Il y a plus de partage, il y a plus tout ça. C'est un peu désolant, mais bon, c'est comme ça. Et comme je dis, des fois, on regarde un joueur parce qu'on aime bien le joueur. Pas pour l'équipe. Et voilà. Mais les joueurs ont un rôle là-dessus. Oui et non, ils suivent un peu l'avancée du foot. Et eux font leur vie, voilà. Ils promouvoient aussi leur image, qui est important pour leur carrière. Donc voilà. Mais justement, c'est là en fait où je veux aussi t'amener un petit peu. Mais en somme, est-ce que du coup maintenant on peut vraiment blâmer un supporter qui va du coup être davantage derrière le Real, le Barça, le Bayern aussi potentiellement. Enfin, je dis ça parce que c'est peut-être un petit peu moins répandu. Voilà, calmez-vous évidemment dans les commentaires. Ou des clubs anglais comme Manchester City avec les 4-5 dernières années que Pep Guardiola nous a donné. Et évidemment en France le Paris Saint-Germain qui a fait ce qu'ils ont fait là récemment. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir du coup à ces supporters-là de supporter ces équipes-là au détriment de petites équipes locales, hein. Là, comme je sais pas, en tête au hasard, Châteauroux, ou je sais pas moi, Bourg-en-Bresse potentiellement, ou Bourg, excusez-moi monsieur, encore une fois, calmez-vous dans les commentaires, ou Bourg-en-Bresse, ou je sais pas moi, des petits clubs locaux qui subsistent tant bien que mal avec leur histoire, mais aussi avec la richesse de traditions locales. Qu'en penses-tu? Non, moi, t'as raison, c'est la facilité. C'est un club qui est mis en lumière, comme Paris, là, forcément, qui va attirer. Comme je disais, on va pas aller regarder ton club d'à côté de chez toi, aucun intérêt. Enfin, moi, personnellement, oui, j'ai l'intérêt d'aller voir mon club à côté de chez moi parce que puis je suis passionné. Mais aujourd'hui, un jeune, il va pas se dire, bah oui, je vais aller voir Châteauroux, je vais aller voir Dijon, aucun intérêt. Ils veulent voir des gros matchs avec des joueurs stars, c'est tout. Ça arrête là. Et encore une fois, ça fait perdre de la passion au foot. Mais c'est logique, mais voilà. En fait, ça dépend de la médiatisation du club et de ses performances, ses performances aussi.
Là, c'est pas, là, c'est Paris qui.